Salut à tous et bienvenue dans ce 89e show JCN en français, déjà mon flow. Aujourd'hui, on va parler de stage en altitude, à quoi ça sert, comment on le fait, pourquoi, comment, qu'est-ce. Allez, c'est parti tout de suite avec Bruno Armirail qui nous en dit un peu plus. Go! Salut tout le monde. Bon, voilà, je vous fais un petit retour par rapport à mon séjour en haut du pic du Midi. Donc c'est vrai que c'est la seconde fois que j'ai eu l'opportunité d'effectuer ce stage à 2900 mètres d'altitude. J'ai passé 11 jours en haut. Je ressens des effets plutôt positifs, notamment le tour de Catalogne où on a vu que j'étais plutôt correct niveau sensation. L'autre fois que j'avais fait, c'était avant la Vuelta 2020 où j'avais des très bonnes sensations aussi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que pour un cycliste professionnel, on fait souvent des stages en altitude, mais c'est souvent Tenerife, Sierra Nevada, Livigno. Donc on est plutôt basé à 2000-2100 mètres, mais à 2900 c'est plutôt rare. Salut à tous, salut mon Lolo et merci donc à Bruno Armirail, on en avait parlé il y a quelques semaines, il a effectué donc ce stage qui est un peu particulier, notamment pour un coureur européen, on n'a pas l'habitude de voir de telles altitudes, presque 3000 mètres, c'est assez peu fréquent mon Lolo. Et tout d'abord, je vais te demander ton expérience des stages en altitude, mais j'aimerais que tu reviennes sur les fondamentaux et que tu nous dises à quoi ça sert. Ah, à quoi ça sert? Ça sert à prendre des vacances loin de tout le monde, parce qu'en général, personne ne veut t'accompagner là-haut. Non, en vrai, les coureurs vont en altitude justement pour faire de l'oxygène, entre guillemets. Donc, ils vont faire des globules rouges, plus on travaille en altitude. Entre gros guillemets. Entre gros guillemets, voilà. Mais en fait, je vais vraiment schématiser et je vais expliquer ça pour les nuls, parce que, enfin pour moi du coup, parce que moi, comme on me l'a expliqué, parce que je comprenais rien de base. Donc du coup, voilà, je vais vous l'expliquer en gros comme ça. Quand le corps humain se trouve en altitude, il manque d'oxygène. Plus on va haut, moins il y a d'oxygène. Moins il y a d'oxygène, plus ton corps fabrique des globules rouges. Les globules rouges qui acheminent l'oxygène jusqu'aux muscles. Donc il en fabrique en masse pour acheminer plus d'oxygène aux muscles, vu qu'il est en perte d'oxygène dans l'altitude. Donc, si tu vas en altitude, tu fabriques des globules rouges et après, quand tu descends de l'altitude, tu as toujours ce gros stock de globules qui te permet d'alimenter encore plus tes muscles en oxygène. Du coup, en gros, quand tu fais un effort, tu toxines beaucoup plus tard si tu as fait un stage en altitude avant. Merci Jamy, écoute, pour un truc pour les nuls, c'était plutôt bien expliqué et comment mesurer entre guillemets son taux de globules rouges, c'est ce qu'on appelle l'hématocrite et voilà, et forcément c'est un indicateur chez les cyclistes de haut niveau qui est important parce que forcément, notamment quand on va être dans les cols sur les courses par étapes, ça va permettre entre guillemets de monter bouche fermée, c'est l'expression classique pour dire qu'on va être beaucoup moins facilement et rapidement essoufflé et beaucoup mieux du coup oxygéné. Donc l'intérêt c'est régulièrement pour les coureurs du moins qui font des courses par étapes de multiplier les stages en altitude, mais il faut faire attention aussi à pas en faire trop et à pas se cramer non plus parce que forcément en altitude on souffre davantage entre guillemets, votre corps est sollicité davantage puisqu'il doit lutter à la fois contre l'effort physique et contre ce manque d'oxygène. D'où une chose importante que nous a dit Bruno, c'est le fait que lui dormait en altitude, s'y reposait également, mais il s'entraînait en bas. Alors évidemment, on pourrait penser que c'est parce que au pic du Midi, il n'y a pas trop de route pour s'entraîner, mais pas seulement. Il y a aussi un intérêt, Loïc, et tu vas me le confirmer, à s'entraîner en bas parce que ça permet du coup de faire des efforts sans trop taper dedans et ensuite remonter en altitude pour y dormir et là produire les globules rouges. Voilà, c'est ça. En gros, le but, c'est de passer plus de 15 heures par jour en altitude. Donc c'est pourquoi les coursiers ils font leur nuit en altitude, ils restent un peu la matinée machin et après ils s'entraînent en bas, ils peuvent faire leurs séries, leurs fractionnés parce que si tu fais tes séries en altitude, tu vas beaucoup plus te fatiguer que en bas où il n'y a pas l'altitude. Cependant, c'est quand même intéressant aussi de faire quelques efforts là-haut où tu vas pousser ton corps au maximum. Voilà. Bon, après, il ne faut pas faire ça tous les jours. C'est pourquoi aussi, mon Flo, on fait des stages en altitude, mais qui sont assez longs. Ça se fait pas, on va pas se dire, allez, je fais 3 jours en altitude et du coup, j'ai fait plus de globules que j'en aurais eu. Non, en fait, il faut un temps d'adaptation, que ton corps, il s'acclimate à cette altitude. Et après, il faut que tu puisses retravailler dessus. Du coup, un stage d'altitude, c'est minimum 15 jours. Mais c'est le minimum du minimum. C'est là où tu commences à avoir des effets vraiment positifs. Donc le mieux, c'est d'aller y faire 3 semaines, 1 mois. Parce que déjà, quand tu arrives, tu as une semaine d'adaptation où tu ne roules pas beaucoup,
tu prends l'habitude, de toute façon tu vas aller rouler, t'es collé. T'es arrêté de chez arrêté. Donc t'as une semaine où vraiment tu roules un petit peu, machin, vraiment t'acclimaté. Et la deuxième semaine, c'est là où tu travailles. Donc un vrai stage d'altitude, c'est au moins 3 semaines. Et là, Bruno, il le fait très bien, parce que du coup, il se retrouve juste à dormir et voilà. Il l'a fait un peu moins, mais c'est aussi particulier parce que, bon, comme on l'a dit, le Pic du Midi, c'est pas forcément un centre d'entraînement climatique qui est fait pour ça. Il a eu l'opportunité pour la 2e année consécutive d'y aller. C'est un lieu magnifique et un peu hors du temps aussi. Mais forcément, quand tu as la possibilité d'y aller, tu y vas, même si c'est un peu moins de 15 jours. Donc il a bien fait de le faire. Maintenant, la question c'est... plus on va haut, est-ce que c'est plus bénéfique, entre guillemets, ou est-ce que ça peut être aussi délétère? Moi, je pense qu'il faut quand même faire attention, notamment quand on est des petits Européens, parce que, par exemple, un Colombien qui vit sur un altiplano depuis qu'il est tout petit, eh ben, lui, déjà, il a une tolérance à l'altitude qui est bien supérieure au nôtre. Si vous êtes né au niveau de la mer et que vous n'avez jamais mis un pied en montagne, on va peut-être commencer par les stages en altitude aux alentours des 1800 ou 2000 mètres. Et puis, il faut voir comment votre corps réagit à tout ça. 2900 mètres, c'est vrai que c'est quand même très très haut. Est-ce que toi, Loïc, tu as, je sais pas, un retour d'expérience là-dessus? Est-ce qu'on vous disait de ne pas dépasser une certaine altitude ou au contraire, il y avait un seuil idéal? Alors déjà, quand tu n'as jamais fait stage en altitude, tu l'as bien dit Florian, il faut s'adapter, il faut commencer petit. Là clairement, Bruno, il a déjà fait un stage en altitude, donc il connaît un peu et il s'y a adapté. Nous, je sais que... Enfin, il faut savoir clairement que pour être efficace un stage en altitude, il ne faut pas être en dessous de 1900 mètres. Voilà. 1900 mètres, c'est là où tu commences à vraiment faire tes stocks de globules et tout ça, c'est là où ça commence à être efficace. Donc nous, c'est ce qu'on nous préconisait, c'était 1900-2000. Voilà. On est dans ces eaux-là et on commence un stage en altitude là, on n'était pas, enfin moi je n'avais jamais fait, c'était mon premier stage altitude, donc mon premier stage altitude que j'ai fait à Isola 2000 d'ailleurs, voilà, à Isola 2000, on est à 2000. Et ensuite j'en avais fait un autre en Andorre où j'étais vraiment presque au sommet du col. Moi je le faisais à Pyrénées 2000, tu vois, comme quoi. Et toi tu le faisais pour skier par contre, non? Tout différent. Ouais, c'est ça, en avril. En ce moment, c'est d'actualité. Ouais, moi, je me rappelle, c'était beaucoup moins sexy mes stages en altitude où tu pars tout seul, Isola 2000, hors saison, tu croises à peu près personne pendant 15 jours. Faut faire tes courses bien avant et voilà, t'attends que tes journées se passent. Ton meilleur ami, c'est Netflix et puis voilà. Le soir, quand tu regardes par la fenêtre, tu sais, tu as le poteau de la lumière municipale qui clignote, tu sais, le seul qui est encore allumé, le lampadaire. C'est exactement ça. Et puis au bout d'un moment, genre à 21h, il s'éteint. Et voilà, parce qu'il y a personne. Et là, tu te dis... Qu'est-ce que je fous là? Tiens, ça m'amène à une autre question, mon Lolo, je te mets encore à contribution, mais c'est vrai qu'on voit plusieurs façons de faire des stages en altitude. Il y a des stages collectifs, d'équipes, souvent les très grosses écuries World Tour partent pendant 1 mois. J'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller voir notamment Tadej Pogacar à Sestriere. Il a passé un bloc d'1 mois complet à 2000 mètres d'altitude. Donc là, c'était une bonne partie de l'équipe qui était là, l'équipe qui allait faire le Tour de France d'ailleurs. Il était venu avec femme et enfant, entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai que ça devient un peu un camp de base pendant une longue période. Et il y a aussi ce que tu as évoqué, c'est-à-dire la possibilité de faire des stages individuels. Est-ce que ça dépend des moyens des équipes ou de la politique des équipes, ou bien les deux sont complémentaires? C'est les deux, c'est la politique et les moyens. Bon, aujourd'hui, la politique, j'ai envie de te dire que c'est propre à tout le monde. Tout le monde fait des stages en altitude. On sait ce que ça peut apporter, on connaît les bénéfices. Donc du coup, tout le monde veut faire des stages en altitude et tout le monde en fait. Après, c'est surtout les moyens. Enfin, moi, je me rappelle, chez Koff, on n'a pas fait de stage en altitude en fait. C'était de notre propre initiative. Du coup, on demandait si on avait la bonne période, on avait au moins 3 semaines, 1 mois à la maison. Et du coup, on partait, mais on se payait notre hébergement, on se payait tout. En fait, sur place, le déplacement, tout. Enfin, l'équipe n'y participait en rien. Donc, du coup, c'est propre aux moyens. Et quand on le voit aujourd'hui, tu vois, tu l'as dit avec Tadej Pogacar, encore, tu vois, on en a parlé la dernière fois. J'en parle tout le temps parce que c'est quand même une machine de guerre. C'est Christophe Laporte, dit le Corse, qui est parti en altitude faire 3 semaines de stage. Il était avec toute l'équipe. Et là, pareil, t'emmènes femme et enfant. Voilà, histoire que tout le monde soit content, que tu fasses un bon stage, tu t'entraînes bien. Et là, c'est l'équipe qui raque. Les moyens sont mis. T'as une voiture qui te fait l'entraînement et tout. C'est pas, t'es tout seul à Isola 2000 en train d'attendre que ça se passe et regarder les marmottes traverser la route, quoi. On sait d'ailleurs que la Jumbo-Visma a son propre mode de fonctionnement qui est de louer un grand chalet en général où toute la famille est invitée. Je crois que de mémoire, c'est du côté de Tignes, en tout cas, c'est dans les Alpes françaises. Et souvent, c'est là où ils font leur camp de base aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu une politique
politique d'équipe qui peut être différente et variée selon la team. En tout cas, la Jumbo-Visma, ils ont cette stratégie-là de dire nous, on se base ici pendant un mois. Je sais que Primoz Roglic venait lui aussi avec femme et enfants. C'est important aussi pour le côté psychologique. À l'inverse de nos expériences, comme on l'a dit Loïc, nous à l'époque on partait tout seul. Et c'est vrai que rester longtemps seul, ça peut être aussi déprimant. Mais on sait que quand on s'entraîne, le mental c'est important. Ça nous permet d'aller aussi plus loin dans l'effort. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont de plus en plus prises en considération. Donc c'est vrai que le pic du Midi pour Bruno, c'était une expérience certainement sympa. On voit aussi les images, c'est magnifique. C'est un endroit où d'ailleurs en tant que touriste, j'ai jamais eu l'occasion d'aller, mais il faut vraiment que je le fasse et je vous le conseille aussi parce que c'est vraiment très très beau. Mais y rester 3 semaines, à part se faire de très bons copains dans le staff, tu risques vite de te sentir seul. Je voudrais compléter un peu mon Lolo et après j'aurai une dernière question pour toi avec les autres alternatives qu'on n'a pas évoquées et on en parle parfois. Il y a de plus en plus la pratique de la tente à hypoxie dans le peloton professionnel notamment. Il y a même des hôtels spécialisés qui sont développés avec des chambres hypoxie, c'est-à-dire en fait une chambre ou une tente qui va simuler l'effet de l'altitude. Donc en fait c'est une chambre qui va être mise sous pression inférieure, donc hypopressurisée par rapport à l'extérieur en fait, et qui va simuler tout simplement l'effet de l'altitude. Et ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience là-dessus? Tu as eu l'occasion de l'utiliser ou pas? Ouais, moi, Florian, je l'ai fait en rappel. Parce que c'est toujours intéressant. Tu vois, ça, on n'en a pas parlé. Quand tu fais un stage en altitude, tu as les bénéfices de ce stage de suite après. Quand tu es redescendu, machin, tu fais tes courses. Et c'est toujours intéressant, 15 jours, 3 semaines après, de faire un petit rappel. Donc, de se remettre en altitude sur 5-10 jours. Bon, même bien 10 jours, histoire de prolonger cet effet-là dans le temps et de le garder le plus longtemps possible. Bon, en général, tu n'as pas l'occasion d'aller en altitude 2 fois de suite, sachant que tu as les courses et compagnie. Donc, tu as ce fameux système avec la tente hypoxie qui peut t'apporter ce petit rappel à refaire à la maison. On en a parlé avec Warren Barguil d'ailleurs dans l'interview qu'on lui a faite, où lui était dans sa tente après avoir fait un stage d'altitude et tout, il faisait son rappel. Avec sa femme. Avec sa femme. Et du coup, sa femme, je pense qu'elle est super cool parce que faire la tente, c'est vraiment galère. Moi, je l'avais à la maison, j'ai eu la bonne idée de le faire. Pour expliquer, Lolo, pour expliquer, là, c'est vraiment une tente que tu mets sur ton lit. Enfin, tu dors dans un sac plastique. Ouais, c'est ça. En gros, donc c'est pas super fun si tu partages ton lit avec quelqu'un. En gros, c'est une bulle. Voilà, tu mets ton matelas à l'intérieur, enfin ton lit, machin. Donc c'est une bulle, c'est totalement hermétique. Et puis tu as une espèce de pompe que tu mets en général à l'extérieur de ta chambre avec un tuyau et tout, des vagues d'air, qui fait du bruit, qui fait un peu comme les bottes de presso. Je sais pas si vous avez déjà essayé les bottes de presso là, qui gonflent, qui dégonflent. Ça fait un peu le même bruit, sauf que c'est toute la nuit. Donc là, faut dormir avec des bouchons. Moi, j'ai eu la merveilleuse idée de le faire au mois de juin, je crois que c'était. En mois de juin où il commençait à faire chaud et dans la tente il faisait 43 degrés. Donc j'ai fait 3 jours et au final je me suis rendu compte que j'allais plus me cramer la gueule qu'autre chose. Donc j'ai tout démonté et j'ai arrêté. Donc ça, il faut le faire si tu as une chambre qui est climatisée, à la limite, ou un appart climatisé, ou pas l'été, quoi, c'est tout. Mais c'est un super moyen de tester l'altitude. Parce que tu peux aussi, Flo, régler. Tu peux mettre entre 1005 et certaines tentes jusqu'à 3000, je crois. Donc tu peux régler ton altitude. Faut toujours la mettre un peu plus haut d'ailleurs. D'ailleurs, je vais quand même préciser parce que il est jamais trop tard pour préciser ce genre de choses et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se poser la question. Tout ça évidemment est autorisé. C'est des pratiques évidemment de pointe pour des sportifs de très haut niveau qui sont utilisées aussi dans d'autres sports. Voilà, c'est une façon d'imiter la nature et voilà, c'est des pratiques qui sont totalement légales. J'aimerais juste conclure mon Lolo parce qu'on a fait un peu le tour selon moi de l'intérêt du stage en altitude, du pourquoi, du comment, comme tu l'as dit en intro. Conclure, on a bien compris l'intérêt pour un grimpeur ou pour un Pogačar qui va préparer le Tour de France. Mais est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert pour un mec comme toi qui lançait des sprints sur le plat? Ça sert juste d'être en forme en fait, ni plus ni moins. Parce que le but c'est de toxiner le plus tard possible. Faut que ton muscle soit vraiment en toxine, en souffrance le plus tard possible. Donc Pogačar il le fait, oui, pour être performant dans sa catégorie, pour lui pour aller gagner un Tour de France, mais tout le monde peut le faire pour ces objectifs-là. Donc moi je l'avais fait, c'était en prévision de l'été, c'était avant l'été machin, pour après aller faire la Vuelta et compagnie en fin d'été. Mais dans l'idée, en fait, tout le monde le fait, c'est bénéfique à tout le monde. Que tu sois sprinter
ou grimpeur. On le voit aujourd'hui, tu vois, les Christophe et compagnie, les mecs sur les classiques, ils ont fait stage d'altitude avant, tu vois. Donc ça revient exactement à la même chose, que tu sois équipier, leader ou autre. Alors quand t'es équipier, t'es moins bon, mais tu sais, t'es capable de rouler, on va te dire une bêtise, mais à 100 à l'heure, alors qu'un leader, il est capable de rouler à 150. Et t'es capable de rouler à 100 à l'heure. Putain, ça roule fort chez toi. Non, mais t'es capable de rouler à 100 à l'heure pendant 20 minutes en temps normal, là tu seras capable de rouler à 100 à l'heure pendant 30 minutes. Et un leader, il peut rouler à 150 pendant 1 heure, du coup il pourra rouler à 150 pendant 1h20. Et tu vois, ça décale en fait. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Sur cette belle conclusion des 100 km/h à vélo, oui, c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. En bref, quelle que soit votre spécialité, vous serez essoufflé plus tard et du coup, ça améliorera vos performances, quel que soit le terrain ou même l'altitude. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question, mon Lolo. Je te propose qu'on passe à l'actu. Ouais, allez, on y va. Et donc cette semaine, je reviens sur le Global Bike Festival puisque on est encore à temps de s'inscrire. Je vous rappelle, mi-juin, on va se retrouver du côté de l'Autriche pour une grande fête du vélo organisée par GCN. C'est ouvert à tout le monde et évidemment, on aimerait avoir un maximum de francophones. On sera en partenariat avec Zwift sur cet événement et donc pour fêter ce partenariat, on commence cette semaine des sorties de groupe. La première, c'est le 6 avril à 18h et tous les participants qui s'inscrivent à cette sortie pourront évidemment gagner des cadeaux. Il y aura un tirage au sort, parmi lesquels un séjour gratuit. Donc n'hésitez pas à vous joindre à ces sorties en attendant, on ne sait jamais, comme ça on pourra peut-être se retrouver au mois de juin. L'autre actu, mon Lolo, cette semaine, et après je te laisserai prendre les résultats, c'est Sonny Colbrelli, on en avait parlé, suite à son accident cardiaque, qui a subi d'autres examens en Italie. On lui a posé un pacemaker intradermique qui va permettre donc de réguler son arythmie ou du moins son rythme cardiaque en espérant qu'il n'ait plus d'arythmie. Et voilà, on attend d'autres nouvelles pour savoir si un jour on le reverra dans les pelotons professionnels. Mais on peut déjà annoncer que ça va être compliqué, notamment parce qu'en Italie, la législation ne permet pas à un sportif de haut niveau de concourir s'il a un pacemaker. Donc il faudra a priori que Sonny, s'il veut recourir et s'il a le feu vert de ses médecins, passe par une licence étrangère. Si tu nous parlais de la grosse actu du coup de ce week-end, qui était tout simplement le Ronde van Vlaanderen. La Ronde van Vlaanderen, c'est comme ça qu'on dit, Flo. Mais tu sais pas, c'est normal, t'es italien, c'est pas grave. Écoute, on a eu une magnifique course. Je suis pas sûr que tu prennes 10 sur 10 non plus. Quoi? Tu vas voir, on va aller demander aux Flamands. Du coup, Flo, on a eu une course de ouf, encore une fois. On a eu des chutes, on a eu de la bagarre. Et c'est le même qui l'emporte. C'est toujours le même, j'ai envie de te dire. Mathieu Van Der Poel, qui... attends, je donne le classement. Mathieu qui l'emporte devant Dylan Van Baarle, son compatriote. Et en troisième, on a un Français. On a Valentin Madouas. Donc ça, c'est beau, c'est magnifique. Mais au terme d'un sprint un peu... pas douteux. Mais il est même pas houleux, j'ai envie de te dire, c'est le plus fort qui a gagné, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que ton petit protégé n'était pas content. Oui, mais il n'était pas content, mais parce que je pense qu'il est déçu, mais il n'y a rien à reprocher à ce sprint-là, c'est juste qu'il se fait un peu avoir comme un bleu, et voilà, ça lui arrive des fois de faire des erreurs aussi, il ne peut pas être parfait. On parle évidemment de Tadej Pogačar qui a été le grand animateur de cette journée. Évidemment, on regrettera l'absence de Wout van Aert, qui aurait pu faire partie de ce duo fantastique à l'arrivée. Donc on rappelle, ils se sont retrouvés à 2 pour le sprint. Ils avaient quelques secondes d'avance sur un duo composé de Van Baarle et Valentin Madouas, qui finalement sont rentrés dans les tout derniers mètres parce que ça s'est regardé devant, et ensuite Poggi vient se retrouver un peu enfermé au moment du sprint parce que dépassé, débordé des deux côtés par Van Baarle et Madouas, ce qui offre un beau podium en tout cas aux Bretons et un doublé néerlandais. Voilà, c'est vrai que Poggi il aurait mérité peut-être d'être sur le podium, mais en tout cas tu l'as dit, Van Der Poel, qui était d'ailleurs mon favori avant l'épreuve, l'a emporté pour la deuxième fois en 3 ans. Donc c'est clairement sa course. Chez les femmes, on a eu aussi une très très belle course. Et tu sais quoi, mon Lolo, je suis très déçu. Parce que la semaine dernière, les Anglais de GCN nous avaient demandé nos pronostics pour ce round. Et j'avais donné Van Der Poel chez les hommes et j'ai donné Lotte Kopecky chez les femmes. C'était un 100% pour moi et apparemment ils ne l'ont même pas utilisé dans leur pronostic. Donc je suis vénère. Raison de plus, tu vois, c'est pour ça que moi je l'ai même pas fait en fait. Ils me l'ont demandé, je l'ai pas fait. Ouais. Parce que je sais qu'à chaque fois ils nous prennent pas en considération, alors du coup je fais pas.
Peu importe, libre à vous de me croire ou pas. En tout cas, l'Auto Kopecky pour la première fois remporte le Tour des Flandres féminin et c'est bien mérité vu son palmarès. Il lui manquait cette ligne devant deux anciennes d'ailleurs vainqueurs du Ronde 2, Annemiek van Vleuten et Chantal Blaak. Elles arrivent au sprint à 3. Évidemment, les SD Works étant en surnombre, elles ont très bien joué le coup, même si elles ont pris le risque d'amener van Vleuten jusqu'au bout. Et selon moi, c'est une très belle victoire et fortement méritée. En plus, gagner le Ronde 2 avec le maillot de championne de Belgique, forcément, ça fait la photo que tous les Belges rêvent d'avoir dans leur salon, dans leur toilette, dans toutes les pièces de la maison. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est clair. Bon, Flo, faut quand même pas oublier que, alors oui, il y a eu la Belgique, mais on va revenir sur une victoire en Espagne d'un coureur français qu'on a eu il y a pas longtemps en interview. Warren Barguil, je pense qu'on lui porte plutôt chance en ce moment. Qui est le pro qui Bien veut sûr, venir, c'est grâce à toi. Quel pro veut venir faire une interview avec nous? Voilà, dites-nous, on est ouvert à tout le monde. Si vous voulez gagner des courses, c'est avec nous qu'il faut venir parler. Et du coup, Huawei il a gagné, tu nous as pas dit quoi, mais c'est le Grand Premio Miguel Indurain. Oui, c'est ça. Dans un sprint, là par contre, là on peut le dire, il y en avait partout, il y en a 6 sur la même ligne. On a cru pas savoir qui allait gagner. Ils sont 2 à lever les bras en plus, mais c'est bien Wawa qui l'emporte. Ouais, mais c'est sprint en boss, hein. Ce Grand Prix il est toujours compliqué, c'est toujours rock'n'roll. Donc forcément, c'était une arrivée pour lui. Et il a finalisé en beauté, Wawa. Donc respect. Ouais, bravo à lui. Et on rappelle, Lolo, qu'on peut retrouver les 2 vidéos que tu as fait avec Warren Barguil. Donc un GCN Show, une longue interview à retrouver où il parle beaucoup de son début de saison très réussi. Et également, dimanche est sorti la vidéo de son vélo. Il nous le présente et il nous dit ce qui a changé par rapport à l'année dernière et comment il se sent sur cette machine. Mon Lolo, c'est le vélo du mois cette semaine. Et tu vas être content parce que les Basques ont battu les Américains et c'est un Orbea qui l'emporte. Mais il y a une petite touche américaine quand même dessus. Majorité. Il y a une petite touche américaine histoire de dire on est toujours Oui, avec les roues. Ah oui, bah oui, ils sont forcément toujours un peu là, tu vois. En même temps, après, tu vois, mais je suis fier quand même de ce vote parce que ce vote est beau, ce vote est vrai, ce vote est sincère, ce vote est patriotique. Tu vois, non mais. Arrête-toi là. On est dans les élections, c'est pour ça, moi je commence à partir et tout, t'as vu, ouais. Mais félicitations, voilà, non mais en vrai, il n'y a rien à dire, ce vélo est magnifique, Orbea, tu le sais, Orbea c'est toujours la classe. Du coup, et puis, voilà. Lolo, puisque forcément on parle d'un vélo basque, quoi d'autre comme cadeau qu'un garde-boue pour son europropriétaire? Allez, de suite. Dans le Pays Basque, voilà. On le sait, il pleut tout le temps. Donc je pense que c'était le cadeau le plus utile à lui offrir. Donc un Ace-Saver de chez GCN qu'il pourra monter tranquillement sous sa selle pour se protéger des petits. Mais c'est faux, Florian. Il pleut pas que, il fait pas que pleuvoir en Pays Basque. De toute façon, vous voyez, vous avez bien vu hier le contre-la-montre du Tour du Pays Basque. Il fait grand beau. Voilà, on est à Hondarribia, voilà, on est à côté d'Irun. Il fait grand beau. C'est tout. C'est comme ça. Bon Lolo, sur ce, écoute, toute la semaine sur GCN+, comme tu l'as dit, le Tour du Pays Basque à retrouver, comme ça vous aurez la météo en direct, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre GCN Show, et comme d'habitude, beaucoup de contenu jeudi, samedi et dimanche sur la chaîne. Allez, à bientôt, et encore merci à Bruno d'ailleurs pour nous avoir envoyé sa contribution sur cette expérience hors du commun au Pic du Midi, et on se retrouve là-bas pour une petite bière en altitude, mon Lolo. Allez, ciao!